Xavier Poussat revient sur la relation Manu-Bribri dans une interview. Il a parlé de quand Manu en avait 14 avant de faire une relation avec Bribri la prof, Candace Owens, la gifle de l'avion et les contours du pouvoir. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin car après avoir passé l'extrait, nous ferons un résumé explicatif. Suivez. Le message que je veux juste faire passer, c'est que il y a une dérive très très grave en France, avec quand même une presse qui est très inquiétante. Si on peut parler d'un sujet plus léger, qui est le sujet du jour, là, qui est l'opération de com autour de la relation platonique de Macron avec une actrice iranienne. Alors, il faut quand même voir comment ça marche. C'est-à-dire qu'on nous fait donc ce journaliste qui vient de la sphère Bolloré d'ailleurs, qui était à l'heure des pros, puis ensuite qui est resté à Paris Match pour couvrir l'actualité de l'Élysée, et puis qui est resté avec le nouvel actionnaire, donc qui suit l'Élysée pour Paris Match. Et quand même, alors là je respecte quand même parce qu'il est assez honnête, c'est-à-dire que quand on lit l'avant-propos, il dit délibérément, je n'ai interrogé que les très proches des Macron pour reproduire ce qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire que c'est dans l'avant-propos. Donc au moins c'est clair. C'est-à-dire que c'est du journaliste de cours. Et donc il passe chez un autre journaliste de cours qui s'appelle Marc-Olivier Fogiel, qui était devenu patron de BFM TV à la suite d'une intervention de Brigitte Macron auprès de l'actionnaire de l'époque qui s'appelait M. Patrick Drahi, qui avait pu reprendre SFR grâce à l'intervention d'Emmanuel Macron et de la banque Rothschild, enfin bon, etc. On ne va pas refaire tout le film. Et donc, il passe chez Marc-Olivier Fogiel pour expliquer qu'en fait, Brigitte Macron a mis une gifle à Emmanuel parce qu'elle avait découvert en regardant son téléphone qu'il était hétérosexuel. Alors, nous, on est tous surpris là. C'est-à-dire que Brigitte Macron, en fait, a mis une baffe à Emmanuel Macron parce qu'elle a découvert qu'il avait une relation avec une actrice iranienne. Alors, nous explique le journaliste, ça, c'est pas raconté chez Fogiel, mais dans le livre, c'est exceptionnel. Une actrice iranienne qui, évidemment, s'oppose au Mollah. Parce que c'est une. Bah oui. Hein, et elle lui a été présentée, tenez-vous bien, par Emmanuel Macron, par Caroline Fourest. C'est magnifique. Moi, je trouve que. Alors, elle aussi est une tombeuse d'hommes, ça tombe bien parce que Emmanuel Macron est un homme à femme, Caroline Fourest est une tombeuse d'hommes, et là-dessus arrive Golshifté. Qui arrive à prononcer le nom? Alors là, c'est pareil. Mais il y a un côté, ça permet de mettre à côté Georges Clooney aussi, avec Amal Clooney, enfin voilà, et puis montrer aussi que Macron donc est hétérosexuel, c'est un tombeur, qu'il est aussi cet homme international of mystery. Il y a beaucoup de choses. Très cultivé. Très cultivé. Il faut rappeler que la gifle, parce que cette actrice du 6e arrondissement, les Français qui roulent au diesel et qui fument des clopes, ils la connaissent pas. Non, en plus, ceux qui écoutent France Inter la connaissent, mais voilà, c'est et puis il y a le festival de Cannes qui est en cours. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils sortent l'info aujourd'hui, enfin que Fogiel a pris cet angle-là parce qu'il y a Cannes, donc ça remet un peu de paillettes. Ça permet aussi de passer à autre chose puisque le virus, bon alors voilà. Et pourquoi cette affaire ressort aujourd'hui? Pourquoi le bouquin d'ailleurs? C'est un bouquin de commande ça. Quand un livre pareil sort, qui est d'un journaliste de cours de Paris Match pour expliquer que les Macron c'est un couple formidable, que d'ailleurs il y a un autre passage dans l'interview de Fogiel que j'ai montré dans la revue de presse. C'était le fait qu'il devait faire qu'un seul mandat, c'était le contrat qu'il avait avec Brigitte, parce que il savait que ça abîme le mandat et qu'il voulait qu'elle ne souffre pas. Et j'en veux beaucoup à Brigitte Macron de ne pas avoir fait respecter ce contrat. Et je pense qu'on devrait tous lui en vouloir. C'est pas du harcèlement, mais c'est factuel. C'est dégueulasse. Et surtout, on est quand même rassuré parce que nous, on pensait qu'il ne fréquentait que Bernard Montiel. Comment il s'appelle, Harry Habitant et Lynn Renault. Et on découvre qu'il y a quand même aussi Golshifté Farhani. Donc on est quand même. Puis en plus, on découvre. Nous, on pensait que son type de femme, c'était Paul Pogba, et on découvre qu'en fait, il est quand même hétérosexuel. Et on est vraiment rassuré. Et je trouve que ça donne une belle image. La gifle qui est à la sortie de l'avion, hein, la scène que tout le monde voit avec délectation et qu'on passe assez souvent ici, c'est les deux mains de Brigitte dans sa gueule quand même, et après Macron qui fait coucou. À l'origine, il faut rappeler quand même que l'Élysée avait démenti, d'abord en faisant passer ça pour du deepfake russe, et puis ensuite en expliquant que bon, c'était une chamaillerie, en fait il rigolait et rien de grave. Puis après on voit quand même qu'elle tirait la gueule, Brigitte, puisque elle lui prend pas la main. Donc on ne sait pas, alors si ce
sexto de Golshifteh Farahani est à l'origine du désastre, ou s'il y a quelque chose d'autre derrière. Est-ce qu'on sait là, aujourd'hui quel est l'état de la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron, ou est-ce que là c'est vraiment une boîte noire, Mime Marchand veille, il sera impossible de savoir ce qu'il en est, à part si on demande à Bruno Roger-Petit éventuellement. Non, alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, longtemps, c'était super verrouillé. Et là, pour mener cette opération de com, parce qu'en fait, il y a quand même le procès américain qui arrive, et cette On va en parler. procédure, ils peuvent pas la gagner, en fait, parce que ne serait-ce que, en fait, il y a un concept qui s'appelle le concept de first source, c'est-à-dire que la first source, c'est-à-dire qu'il y a Candace Owens s'appuie intégralement sa série sur mon livre. C'est-à-dire qu'en fait, elle produit c'est comme si moi j'avais une partition et qu'il y avait un musicien de jazz, quoi. Et en fait, Candace Owens, c'est un musicien de jazz, mais la partition, c'est moi qui l'ai faite, et la partition, elle a jamais été poursuivie pour diffamation. Or, il se trouve que devant la justice du Delaware, c'est le pays de base de l'accusation dont on retient la loi pour la prescription. Donc, les faits sont prescrits depuis, puisque le livre est sorti en février, mars, avril, mai. Donc, en fait, ils poursuivent sur des faits qui sont prescrits. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et il y a le deuxième point qui est l'actuel Mali, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est pas, vous n'êtes pas condamné pour diffamation si ce que vous avez dit est faux, contrairement à la France. En France, vous pouvez faire condamner très facilement quelqu'un pour diffamation, y compris si ce qu'il a dit est vrai, mais vous prenez pas beaucoup d'argent. Alors qu'aux États-Unis, c'est très compliqué. Il faut prouver que celui qui a proféré les accusations savait que c'était faux et les a proférés sciemment, mais à ce moment-là, vous pouvez ramasser un maximum d'argent. Et je pense qu'en fait, l'avocat des Macron les a gentiment escroqués parce que lui, C'est sûr. il se montrait partout C'est sûr. comme étant l'avocat des Macron. Et voilà. Et alors, et en plus, avec des opérations de communication un peu foireuses sur les histoires de preuves scientifiques. Mais là, devait arriver donc Oui. le document, la première étape qui était la requête en nullité de Candace Owens le 28 avril. Et Macron ont préparé donc du coup une opération de com avec cet énorme article dans la Tribune du dimanche. écrit Ouais. par la fille de Laurent Geoffrin, et Mhm. qui est la fille de Laurent Geoffrin, qui porte le nom de sa mère, Sylvie Delassus, qui est Au l'éditrice secours. de Florent Tardif chez Albin Michel. Enfin, Au quand même Florent secours. Tardif, qui est dire le journaliste de Paris Match, qui fait le de bouquin, ouais, Paris c'est ça. Match, qui nous explique qu'Emmanuel Macron est un séducteur d'actrices iraniennes de cinéma d'art et d'essai. Donc tout ça, c'est une opération pour faire oublier que le procès aux États-Unis n'aura pas lieu, que tout ça Donc était une non, c'est pas diversion. ça. C'est que en fait, dans l'article de la Tribune Dimanche, il y avait quand même cet aveu où le cabinet de l'Élysée, puisqu'en fait les journalistes aujourd'hui vont voir en fait Tristan Bromet, c'est-à-dire le directeur de cabinet de l'Élysée, et ils prennent la dictée, quoi. Et puis après ils écrivent ce qu'on leur a dit d'écrire. Voilà. Donc Faudra revenir l'idée, d'ailleurs sur Tristan Bromet. Faudra revenir sur ce montage hallucinant là où il montre la pseudo usurpation d'identité avec les impôts. Faudra qu'on oui, non, parle mais de là, ça. c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, en fait, c'est plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Et là, dans l'article de la Tribune Dimanche, on nous dit quand même que les Macron n'ont aucune garantie sur la viabilité de leur action. Donc, ça veut dire, C'est aveu, ça. on va perdre. Donc, C'est en fait, mort. l'idée, quand même, grosso modo, puisque, bon, la thèse de mon livre Devenir Brigitte est que nous vivons sous un coup d'État depuis 2017, où, en fait, il y a une rupture dans ce qu'a été la politique jusque-là. Ouais, c'est multifactoriel, mais on voit bien qu'avant, un ministre, c'était quelqu'un qui avait été maire, député, président du conseil général, et était ministre, c'était l'aboutissement d'une carrière. Aujourd'hui, on prend quelqu'un qui n'existait pas avant, qui n'existera pas après, et on le met ministre, on ne sait pas pourquoi. Et puis, les types qui sont en cabinet, c'est des types qui étaient chez McKinsey, qui repartent ensuite au BCG. Enfin, il n'y a plus de haute fonction publique, il n'y a plus de politique, il y a plus rien. C'est-à-dire, avant, il y avait ce qu'on appelait le pantouflage. Aujourd'hui, c'est même plus. Si on commence à faire un journal du pantouflage, on peut écrire 10 pages par jour. Donc, on a complètement changé d'air. C'est Chapoutot qui dit que le macronisme, c'est un BDE d'école de commerce. C'est-à-dire, ils saccagent tout et ils n'ont aucune responsabilité. De toute façon, ils sont anonymes. C'est-à-dire, qui connaît. Anonyme ou non, mais
Mais par exemple, il y a le pôle Midi qui revient à la charge sur la censure des réseaux sociaux. Enfin, ils ont quand même une seule boussole, c'est censurer la parole populaire, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de volonté populaire. C'est un coup d'État permanent, effectivement, par la gestion de crise permanente et l'instauration d'une dictature. Maintenant, il faut dire les choses. Voilà. Non, mais Et ces gens-là ont été placés, comme tu le dis, puisque le vote est par défaut, hein, c'est Macron contre bidule truc contre un Le Pen et jusqu'à présent ça fonctionne, c'est bidule truc. Mais le con- 2027, les, ils ont mis un bardel les là, deux donc ça pourrait concepts, marcher. les deux concepts centraux à comprendre, c'est que 2010 Mmh. 2017, c'est l'idée qu'en fait, je dirais, la caste qui dirige la France se dit la démocratie, c'est plus possible et on va Mmh. calquer ce qui se passe en Russie comme nous le percevons et comment nous l'avons expliqué en France. C'est pas calquer ce qui se passe en Russie, c'est pas avoir un pouvoir autoritaire et essayer de redémarrer le pays. Non, c'est euh, un pouvoir autoritaire, un État profond, donc le FSB et puis nous, notre État profond, et des oligarques qui se gavent et vous fermez votre gueule. Donc en fait, c'est ça. Et en Mhm. fait, En Marche, c'est Russie unie, c'est-à-dire un parti fantoche avec des hommes politiques fantoches, l'incarnation d'un leader, c'est notre grand leader. D'ailleurs, il répond même à la liste. Enfin, je veux dire, il répond à des influenceurs Non. ou des McFly et Carlito. Enfin, tout a explosé en fait. Voilà, donc en fait, on est vraiment passé dans l'illibéralisme. Et le deuxième concept, et ça, je suis très content que ce soit sorti dans les fichiers Epstein, c'est-à-dire que en fait, Macron avait été monté en couverture de The Economist, marchant sur l'eau, avec marqué, titré The Savior of Europe, le sauveur de l'Europe. Et il avait reçu Putain. le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle en Ouais. 2018. On lui avait promis qu'il serait le premier président de l'Europe fédérale. Et Ouais. en lisant ce qui est des sources ouvertes, j'en avais conclu que ce qui était promis, c'était d'être le leader de l'Europe après 2 moments qu'il cherche à atteindre. C'est-à-dire ce qu'on appelle le moment hamiltonien, c'est-à-dire le moment où Hamilton les États-Unis, fédéralise les États-Unis par la dette, c'est-à-dire qu'en fait, la fédéralisation est nécessitée par une crise de la dette, et ce qu'ils appellent le moment bismarckien, c'est le moment où Bismarck réalise la fédéralisation de l'Allemagne par la guerre. Donc en fait, c'est ça qu'il y a dans la tête de Macron. C'est-à-dire que ça peut paraître ridicule quand on voit le personnage, parce qu'en fait, c'est la phrase de Baudelaire, la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Et quand j'expliquais ça, les gens me prenaient pour un dingue. Et puis là, on voit dans les mails d'Epstein un interlocuteur biffé, donc j'aimerais bien savoir qui c'est, et on le saura sans doute très prochainement, qui explique à Epstein, bah, écoute, c'est Emmanuel Macron, c'est le futur leader de l'Europe, peut-être même du monde. Ouais. Alors là, Ouais, c'est écrit. c'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme sur les gens qui disent bon, 2027, il arrive à la fin de son deuxième quinquennat. Là, en fait, l'opération derrière Brigitte, c'est dur, l'Élysée, elle supporte plus. C'est pour nous presque nous habituer à l'idée qu'en fait, les Macron ne demandent qu'à quitter l'Élysée. Parce qu'en Oui, fait, oui, c'est c'est ça, ça. En disant qu'ils sont subliminalement, fatigués le par le message qui est pouvoir. passé. Ouais. Oui, c'est terrible. C'est terrible Or, ce en qu'ils fait, non. subissent depuis quelques années à Voilà. cause de malotrus comme toi. En fait, moi, je trouve ça vachement intéressant, cette histoire de Russie unie, mécomprise, qu'on essaye de nous revendre. Tu peux nous raconter un peu ta thèse sur Castex qui C'est-à-dire prend la place de c'est-à-dire que eux, Medvedev? Parce que eux perçoivent c'est la quand même assez Russie énorme. comme étant la Russie dirigée par un dictateur avec des oligarques qui pillent et un État profond, le FSB. Ils se sont dit, bah nous, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde avec la démocratie? On n'a qu'à faire pareil. Sauf que les élites russes issues de l'URSS avaient quand même une idée de ce qu'on appelle l'intérêt national. C'est-à-dire voilà, l'intérêt national. Or, nous, nos élites n'ont aucune idée de l'intérêt national, parce qu'elles sont sélectionnées par Sciences Po. Je connais très bien, dans mon entourage, j'ai eu des gens qui étaient au jury de Sciences Po, qui me disaient, mais jamais je n'ai vu un étudiant me parler de l'intérêt de la nation, ni même de l'intérêt de la République. C'est que des conneries depuis 30 ou 40 ans, c'est que des conneries du type j'ai travaillé dans des ONG, machin, je veux sauver le climat, etc. Et tout ça pour cacher, puisqu'une fois qu'on est déniaisé de la jeunesse et qu'on voit bien que sauver le climat ou les ONG, c'est des conneries, bah, ensuite il reste plus que on a fait péter tous les verrous moraux et il reste plus que la prédation, et ça donne la Macronie, quoi. En bout de chaîne, on a la Macronie avec l'autoritarisme et le pillage.
Donc c'est ça la situation, avec des opérations de com grotesques, puisque plus personne n'entendait parler de la gifle et plus personne n'avait entendu disons que la gifle et l'hétérosexualité ou homosexualité de Macron sont pas dans l'actualité. Là, on est quand même sur Non, la visite de Xi Jinping, de de Donald Trump en Trump avec Xi Chine. Jinping, avec un nouveau Yalta qui est en train de se décider entre Russes, Chinois, Américains. On voit qu'il y a des négociations qui sont Alors très musclées et qui peuvent dégénérer en guerre mondiale. Enfin, c'est assez. Et là, on a cette mais je opération de com qui remet dans l'actualité donc la gifle effectivement Emmanuel Macron qui maintenant est un coureur de jupons. Quasiment, C'est bien ouais, connu. enfin, du moins un couple qui est en crise, donc on prépare peut-être aussi la sortie de Brigitte? Est-ce qu'il va se passer quelque chose à la fin, de ce pouvoir français de Macron pour le préparer justement, au plan qui reste d'actualité, hein, le faire devenir président de l'Europe fédérale? Et donc, Brigitte va, avec, le poids de l'âge, devenir peut-être gênante ou il va falloir en faire autre chose et donc il faut inventer, cette rupture entre l'un et l'autre et dire que c'est Mmh. terminé. Voilà, 10 ans de pouvoir à fracasser ce couple, quel malheur. Est-ce que c'est ça, finalement, qui est en train d'être, vendu, au gogo, par la presse people, Paris Match, et les éditeurs? Sans doute, sauf que, le problème est bien plus profond. C'est-à-dire que ceux qui les ont vus évoluer, c'est-à-dire qu'on peut toujours réécrire l'histoire et c'est ce qu'ils font depuis le début. Mais malgré tout, il reste des témoignages, assez justes de personnalités de premier plan qui les ont vus évoluer et cette question-là, par exemple, je c'est une phrase de François Hollande que j'ai trouvée très juste, qui, les ayant vus évoluer, avait dit, heu c'est l'un n'est rien sans l'autre. Il avait expliqué, ils sont leurs racines réciproques. Voilà, Oui. donc là, c'est pareil sur l'histoire de la dissolution. Le livre vise à faire croire qu'elle était effondrée par la décision prise tout seul par Emmanuel Macron de dissoudre, alors que ça avait été rapporté avec des détails par des journalistes autrement meilleurs, comme Sophie Desdésert, que effectivement Brigitte était à la manœuvre sur l'histoire de la dissolution. Donc en fait, cette espèce de tentative d'embrouiller, de, de Oui, créer une c'est sorte good de cop, bad brouillard cop. comme ça, Mmh. de Ouais. com et de voilà, bon, mais Donc en même temps ça trompe personne. C'est assez bizarre et on voit bien qu'en fait Macron est plutôt à l'affût, d'événements, c'est-à-dire de provocation à la guerre, quoi. Clairement, là, on est dans une situation, c'est assez oui. fascinant d'ailleurs, parce que Trump essaye d'arrêter la guerre en Iran. On voit bien que Netanyahou veut qu'il poursuive, puis Macron envoie le Charles de Gaulle pour voir si lui, Mmh. il pourrait pas y aller aussi un peu. Donc, on a un énorme problème, c'est très dangereux. Et ce qui est Oui. important, c'est de faire de la formation sur ces opérations de communication. Je rappelle simplement sur l'affaire là, Golchité, là, Farhani, Farhani, ouais. le point de référence, c'est l'affaire Mathieu Gallet. Il faut comprendre, parce qu'on dit souvent Mmh. que l'histoire de Macron et de Brigitte, ce qu'on a surtout caché au début, c'était le fait que Macron avait 14 ans, hein, et Mmh. qu'elle en avait 39 et non pas 17 et 36 comme ils avaient raconté. Et ça avait été monté par Havas, c'est-à-dire Finkelstein, Emelien et toutes les équipes d'Havas, qui est propriété de Vincent Bolloré d'ailleurs. Euh, Or, quand on officialise doucement qu'il avait 14 ans, c'est-à-dire qu'on nous dit il est en fin de troisième, il joue Jacques et son maître, son cœur chavire, il a déjà son regard d'aigle. Donc ça, on l'écrit dans Paris Match. Il est en fin de troisième, donc on ne nous dit pas il a 14 ans, on nous dit il est en fin de troisième. Mais en fait, comment on passe de ça à Un ça et aigle comment on précoce, embrouille le un truc? aiglon. Parce que à l'époque, c'est eux-mêmes qui ont lancé la rumeur Mathieu Gallet. C'est-à-dire qu'en fait, la rumeur Mathieu Gallet, en fait, Mmh. c'est très simple. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Macron réseautent pour faire leur campagne. On est vers 2016, qui va lancer sa campagne au mois de novembre, et on est au printemps, fin de l'hiver, début du printemps 2016, et ils ont des réunions à Bercy. C'est-à-dire qu'en fait, ils font 2 dîners à Bercy par jour, avec journalistes, intellectuels, enfin ils reçoivent le tout Mmh. Paris. D'ailleurs, ils vont cramer la caisse, c'est pareil, le parquet national financier n'a jamais tellement enquêté dessus, pourtant tout est documenté, il y a des livres, etc. Mais bon. Et à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du repas, Brigitte se lève et s'adresse aux convives et leur dit si dans Paris on vous dit que Emmanuel est avec Mathieu Gallet,
et qu'il ait une double vie, alors c'est faux. Et alors les types rentrent chez eux, ils voient leur bonne femme, mais tu sais que Emmanuel Macron sera en couple avec Mathieu Gallet. Et c'est comme ça qu'elle part, la rumeur Ah, Mathieu donc Gallet. il Et ça, lance, c'est sourcé d'accord. par Marc Andevelde et par des journalistes de gala. Donc c'est pas voilà. Et à qui des membres de l'entourage de Macron a dit oui, la rumeur Mathieu Gallet, nous l'avons nous-mêmes fait courir. Et dans quel intérêt? Puisqu'au moment où on officialise que c'est 14 ans, eh ben les gens se disent, en fait, il est homo, puis Brigitte, c'est juste une couverture. Donc, c'est plus intéressant. Ouais. Et là, sur la rumeur de l'actrice iranienne, ça a été un peu le même fonctionnement, puisqu'en fait, ça fait déjà 2 ans qu'on nous bassine avec cette histoire de golfité. Oh, mais tu sais, Emmanuel, il est en couple avec une actrice iranienne. Et là, donc, cette affaire qui a jamais pris, en fait, parce que en fait, c'est un feu de brousse qui a Non. jamais pris l'affaire de l'actrice iranienne. Et là, on nous le recycle à un mois du procès américain pour essayer de nous faire croire que effectivement Emmanuel Mais il aura lieu ce Macron est procès américain ou pas du tout? là, il y a une date prévue le 22 juin. Honnêtement, Ça devait être le les 28 pronostics, avril. Ça vient d'être repoussé. Pourquoi voilà, ça ça a a été été repoussé de repoussé? 2 C'est mois vachement puisque intéressant. l'avocat de Candace Owens, qui est l'avocat de Donald Trump, s'est retiré, ce qui fait que ça a été décalé au 22 avril ou 22 avril Non, et 22 22 juin. juin, 22 22 juin. juin. Et les pronostics selon les blogs judiciaires américains, mais cela dit, de ce que j'ai pu voir, ça colle, c'est qu'à 80%, en fait, la plainte sera annulée et on demandera au Macron s'ils veulent la porter au niveau fédéral ou dans le Tennessee. Et à ce moment-là, il faudrait que les Macron répondent. Mais à mon avis, ils reporteront ni leur plainte ni dans le Tennessee. Mais les journalistes français leur demanderont rien, leur demanderont aucun compte. Ce qui est Oui. incroyable, c'est à quel point la presse, et c'est même pas une question d'oligarque, c'est enfin, je sais pas ce que tu en penses, Alexis, mais sur l'évolution de la profession, il y a quand même un niveau de servilité qui est J'ai jamais vu ça. Je veux dire, enfin moi je donnais des cours en école de journalisme sur l'histoire de la presse, hein, des médias, et je commençais avec la presse de cour puisqu'elle vient de là, hein, le Mercure de France, et je pense qu'on a fait un tour du cadran. Il y a plus de journalistes en fait. Il y a plus que des propagandistes qui sont alors soit propagandistes de leur oligarque, soit du pouvoir en place. Tu parlais de Caroline Fourest. Alors elle, c'est vraiment l'incarnation, hein, de ça, puisqu'elle se fait passer pour une journaliste, voix de la raison, et cetera, mais c'est un chien de garde, sous stéroïdes. Et alors vous avez ce type-là ou l'autre type qui est la carpette, qui est simplement celui qui va relayer, le communiqué de la préfecture ou, du directeur de cabinet de Brigitte ou d'Emmanuel pour dire c'est ça la réalité. Et quand on voit l'indigence des enquêtes, hein, qu'il peut y avoir, d'ailleurs, devenir Brigitte, c'est une enquête journalistique qui jusqu'à présent n'a pas été débunkée. Enfin, il me semble pas qu'il y ait eu de procès ou de choses qui font que ce qui est dans le livre a été jugé pour mensonge, fausse information ou quoi que ce soit. Tu peux me corriger si c'est le cas? ah bah non, mais moi là, j'ai fait comme j'ai fait quand même la tournée des popotes, c'est-à-dire j'ai fait Le Monde, j'ai fait BFM, je les ai tous faits. Et parce qu'en fait, ils sont venus me rencontrer à Milan parce que moi, je voulais pas aller au Bastion parce que je savais que si j'étais auditionné par la police, parce que Hop. Brigitte m'a officiellement poursuivi pour cyberharcèlement, alors que c'est un livre. Mmh. Il y a une enquête Ouais, ouais. journalistique, Non, donc il mais y a c'est pas de génial. cyber, il y a pas de harcèlement. Ça n'a Ouais. aucun sens, en C'est une fait. enquête, D'ailleurs, voilà, non, il faut rappeler que c'est une enquête journalistique, voilà, parce que c'est pas seulement, c'est pas ils un m'ont sorti roman, de la voilà. procédure, parce qu'en fait, ils hésitent à faire passer la loi du cyberharcèlement, qui est en fait la loi SCIAPA, qui a été pensée pour protéger les adolescents des réseaux sociaux Non, 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 et non. qu'on essaye d'appliquer à Brigitte Macron. Et en fait, ils hésitent à la passer, à remplacer cette loi, enfin à contourner la loi de 1881 par cette loi. Donc, ils ont condamné C'est des ça. gens qui ne tirent pas leurs revenus de l'activité de journaliste. Donc, en fait, les poursuites sont au point mort. C'est-à-dire que les Mmh. poursuites sont pas mortes. Je suis pas poursuivi pour diffamation. De toute façon, quand on lit le livre, c'est que des faits qui sont sourcés. Et sur les points qui pourraient être soumis à objectivité ou subjectivité, j'ai utilisé un logiciel qui est le numéro 1 de la reconnaissance faciale,
selon le Forum économique mondial et qui est utilisé par Xi Jinping pour reconnaître 1,5 milliard de Chinois. Et ce logiciel me dit Brigitte Macron, c'est pas Brigitte Trogneux, c'est Jean-Michel Trogneux. Voilà. Donc ensuite, quelle est la probabilité qu'un logiciel de reconnaissance faciale qui reconnaît 1,5 milliard de Chinois, la reconnaissance faciale aujourd'hui, c'est quand même quand vous ouvrez votre compte en banque en ligne, quand vous prenez l'avion à l'aéroport, enfin c'est tout le temps la reconnaissance faciale. Même, je sais pas, en Italie, on a un France Connect, bah, c'est toujours avec la reconnaissance faciale. Là, récemment, j'ai dû repasser le permis et le code de la route. Bah, c'est pareil, je me suis mis devant un ordinateur, on m'a reconnu avec la reconnaissance faciale. Bah, faut pas raconter de conneries. Pourquoi des solutions qui marchent sur tout le monde planteraient sur Brigitte? Donc en fait, on peut pas poursuivre, on peut pas nier. Et les journalistes que j'ai reçus, en privé, sont à peu près normaux, et dès qu'ils allumaient le micro, c'était les questions que voulaient me poser les flics. Mais des questions absurdes. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire d'essayer de démontrer que c'était un complot, en fait, que je travaillais, enfin, j'étais un agent triple KGB, CIA, extrême FSB, droite, CIA, pas une sorte Mossad, du coup. d'international nazi, quoi, avec c'est ça. Ouais. Poutine et Trump. Mais alors, combien d'exemplaires de Devenir Brigitte ont été vendus jusqu'à présent? Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, si tu veux, je suis pas en... En fait, comment tu vends les livres Non, mais n'aie pas aujourd'hui? honte, parce que je vais te donner les chiffres de Gabriel Attal, je pense qu'on va... C'est pour comparer. Non, mais j'ai vendu, mais j'ai bien pas vu. vendu, j'ai pas fait un best-seller à plusieurs centaines de milliers, comme on peut penser. Je suis que en vente sur Amazon, je suis pas en vente dans les... En fait, les bien sûr, il n'y a ventes, pas je les les réalise librairies, dans les etc. Mais bon, avions. parce que Gabriel Attal, en 2 semaines, c'est 5900 ventes, hein, avec une campagne marketing qui passe par la Terre entière via le satellite, etc. Donc, je pense qu'on est, C'est on pas est si bien mal, hein, au-delà. tu sais, les livres politiques, Je c'est sais, c'est souvent beaucoup, quelques c'est beaucoup. centaines. C'est Ouais, plutôt non, pas c'est mal, beaucoup. en fait. Généralement, c'est 500, 300. Voilà, Voilà. c'est ça. Au général, oui, c'est ça. Est-ce que, Xavier, tu peux nous raconter le changement de discours de Trump dans cette affaire, hein, parce qu'il a quand même changé de son fusil d'épaule après avoir fait des vannes plus ou moins drôles d'ailleurs. Bon, il y a les faits. Certaines étaient très drôles. Voilà. Alors, il y a les quand faits même, et il y a l'analyse qu'on peut faire des faits. Il y a les faits et l'analyse qu'on peut faire des faits. Le fait est que Donald Trump, comme d'ailleurs Berlusconi ou Bolsonaro, a fait, parce que la brigitologie, c'est quand même un sport d'élite, fait partie de ceux qui, dès le début, ont tiqué, quoi. Voilà, c'est-à-dire le type qui tique pas, pour moi, c'est un mec qui a pas d'âme, quoi. Je veux dire, on lui a tout enlevé. Si devant ça, tu tiques pas, c'est que t'es perdu pour l'humanité, quoi. Donc ça a été un des premiers, donc elle est en super forme. Enfin bref, ça a toujours été des plaisanteries sur Brigitte. Et puis arrivé cette affaire de dossier classifié qu'avaient les Américains sur Macron. À ce moment-là, la télé russe avait fait le lien en disant devant son Trump, les Français expliquaient déjà que leur première dame était née sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Donc il y avait quand même cette ambiance et puis il y avait cette proximité entre Candace Owens et Donald Trump, puisque la veille de lancer, d'aller elle-même sur le dossier Brigitte, Candace Owens était un combat de MMA qui s'était déroulé en Floride en compagnie de Donald Trump. Bon. Donc il y avait cette chose-là et puis ça a continué, quoi. C'est-à-dire elle le gifle, machin, les plaisanteries avec Musk dans le bureau ovale, enfin bon. Et puis, tout d'un coup, il arrive cette procédure, et là, on voit quoi? On voit que Candace Owens a l'avocat de Donald Trump. C'est-à-dire que l'avocat de Candace Owens pour cette procédure, techniquement, Mark Kassovitz, c'est l'avocat de Donald Trump. Alors, Donald Trump, il a plusieurs avocats, mais quand on regarde bien quel genre d'avocat faut dire, il en a, je veux dire, plus d'une cinquantaine. Il en a usé quelques-uns. Mais c'est l'avocat pour ses divorces, c'est l'avocat pour ses faillites, enfin, c'est l'avocat à qui Trump fait confiance, quoi, pour aller vite. Et alors le problème donc, et là on a vu quoi courant avril? On voit Trump se retourner contre Candace Owens et faire copain avec Brigitte. Les Trump invitant Brigitte à la Maison Blanche pour une conférence sur l'enfance, un truc un peu lunaire avec un robot humanoïde. Et puis complètement lunaire. J'ai la photo. Je vais mettre la photo. Voilà. Où c'est cette conférence, d'ailleurs, elle n'avait aucun sens. Voilà, et Brigitte est doublée par un homme, enfin tout est bizarre, etc. Puis ensuite, Trump s'en prend à Candace Owens, Tucker Carlson, Alec Jones et Megyn Kelly
en expliquant au sujet de Candace Owens, et d'ailleurs, Brigitte, c'est une femme, et elle est bien plus belle que Candace Owens, il n'y a même pas photo. Bon, ouais, oui, tout le monde sera d'accord. C'est une évidence. Et ensuite, il s'en prend de nouveau à Candace Owens, et puis l'avocat se retire, et donc la procédure est décalée. Alors, il y a 2 analyses. Il y a la première analyse, c'est bon, ben voilà, Trump a trahi sur Brigitte comme il a trahi sur tout. Donc ça, c'est analyse premier degré, je dirais. Et puis à l'analyse de dire, bon, Trump, ça fait 10 ans, puis même quand on suit, ça fait 50 ans qu'il fait ça, de souffler le chaud et le froid. D'ailleurs, c'est une stratégie il a été formé par Roy Cohn, et Roy Cohn avait pour client un des parrains de la mafia sicilienne de New York, qui en fait s'était jamais fait gauler parce qu'il se faisait passer pour fou. Et le type, en fait, était en peignoir dans les rues de New York. Tout le monde le prenait pour un fou. Et c'est que tardivement que le gars s'est fait gauler. Et c'était un des clients de Roy Cohn. Et il y a une thèse qui dit que, justement, Trump aurait été influencé par ce gars-là, quoi. Ouais. par cette histoire. Et donc, de toute façon, factuellement, au moins, l'affaire arrive dans le Delaware. Et le problème pour Candace Owens avec le Delaware, c'était que d'arriver lié à Trump face au Delaware, qui est un État démocrate, et comme là-bas, on élit les juges, c'était un handicap. Et là, de façon évidente, le fait d'arriver comme adversaire de Donald Trump devient un avantage. Donc, voilà, donc, il y a 2 grilles de lecture qui, de toute façon, arrivent au même résultat, quoi. Enfin, le truc, c'est souvent les gens veulent attribuer à Trump une sorte de capacité à faire du billard à 5 bandes. Moi, je pense qu'on n'en est plus là. Aujourd'hui, Trump, il est dans un état quasi végétatif assez régulièrement. Il n'est pas très très loin de l'état de Biden vers la fin. Encore, il y a de la marge. Non, je t'assure que de temps en temps, c'est assez flippant. Et je pense que Trump, en fait, il est en train de... Il est plus intéressé par le fait de pouvoir taper pour une nouvelle raison sur Candace pour des raisons de politique interne américaine que pour autre chose. Le seul truc, c'est comme l'a très bien dit Régis de Castelnau lors de ton passage chez Toxin, ça montre une dépendance judiciaire de la part du président de la République française vis-à-vis du président des États-Unis qui est, mais genre, juste sidérante. C'est-à-dire qu'il y a une question de souveraineté nationale. Enfin, je veux dire, c'est à la poubelle, là. Non, puis c'est-à-dire que la presse française, c'est-à-dire au lieu d'aller recueillir les confidences de Tristan Bromet, du cabinet de Brigitte Macron, la question c'est de savoir pourquoi on a recruté un type qui venait de la DGSE, qui s'occupait de la Nouvelle-Calédonie, qu'on a nommé directeur de cabinet de la présidence de la République pour gérer l'affaire Jean-Michel Trogneux et arrêter les citoyens qui retweetaient des blagues sur Brigitte. Quelle est la relation de Macron avec les États-Unis quant à savoir les intentions ou l'état de santé de Donald Trump? De toute façon, on n'est pas dans le sein des saints, et la réponse, on l'aura assez facilement, puisque le quinquennat, le mandat de Trump arrive bientôt au mi-terme. Or, il a 2 échéances avant. Il y a la Coupe du Monde, donc il peut pas avoir un événement sportif majeur qui est une vitrine de soft power au niveau mondial dans une situation aussi catastrophique. Et derrière, c'est suivi d'une sorte de jubilé qui est le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, qui arrive le 4 juillet. Donc en fait, il a cette date butoir, et ensuite, il y a les mi-termes. Donc si entre-temps, il règle le problème iranien, il arrive à avoir un accord avec les Chinois, et il y a la fin des dossiers Epstein qui sortent d'une façon ou d'une autre, et que dedans, on confirme ce qui est mes informations, mais qu'en vérité, il est le lanceur d'alerte dans l'affaire Epstein, parce que si on dit Trump est au cœur de l'affaire Epstein, le sous-entendu, c'est un violeur de gamine. Alors que si on dit Trump est au cœur de l'affaire Epstein et c'est lui le lanceur d'alerte, ça change absolument tout. Donc si voilà, non mais pour l'instant on n'a pas de réponse définitive. Cela dit, des tas de journalistes de gauche plutôt anti-Trump qui ont bossé sur Trump et Epstein pour le démolir
sont arrivés quand même à cette conclusion, qui est aussi la conclusion qu'on peut avoir avec les Epstein Files. Enfin, c'est vraiment pas pour défendre, mais je dis de toute non, façon, mais écoute, ces je veux dire, questions qui sont posées, on aura une réponse. De toute façon, est-ce que Trump a gagné ou a perdu, ou quelle est la véritable nature du Trumpisme? La réponse, on l'aura assez rapidement. Xavier, je t'interromps juste pour un truc, et c'est là où moi je veux pas qu'on passe de temps là-dessus, pas particulièrement, mais l'idée selon laquelle Donald Trump est le lanceur d'alerte dans l'affaire Epstein, c'est une idée où il n'y a pas une personne sérieuse aux États-Unis, dans les médias indépendants, qui arguerait un truc pareil. Là, pardon, mais Trump a tout fait depuis qu'il est là pour étouffer cette affaire, et de manière assez claire, il s'est engagé dans une guerre débile, notamment pour ne pas avoir de compte à Là, si tu rendre prends sur l'affaire le Epstein. déroulé. Non, tu prends le déroulé. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais si tu veux, Non, mais il y a ouais. quand même des témoignages des avocats des victimes. Il y a quand même des témoignages. Moi, je te dis, Fabricio Calvi, qui était spécialiste du renseignement à Libération, il fait un bouquin qui s'appelle Trump, un par un à la Maison Blanche. Il y a quelques années, il étudie ce truc-là sérieusement et il en arrive à peu près à la même conclusion. Les journalistes indépendants aux États-Unis, C'est-à-dire c'est pas que quand dit. tu dis conclusion, c'est juste qu'il ne dit pas que c'est Trump le lanceur d'alerte de l'affaire Epstein. Il dit pas du tout ça. Non, il dit Epstein disait que Trump l'avait balancé à la police de Palm Beach. Lui, on arrive à cette conclusion-là. Et il y a la mais presse mainstream. en gros, Mais je te dis, mais ça n'a aucun rapport. Bon, On va pas rester là-dessus, mais ça n'a. C'est un On est débat. d'accord. Moi, j'ai bossé là-dessus. Tu rappelles le contexte. Il y a des plaintes. Attends, Félix, d'abord, je t'en prie. Non, mais les plaintes, elles sont débunkées. On va pas passer. C'est vraiment un détail technique. De toute façon, comme je te dis, la réponse, on l'aura assez rapidement. Je veux dire, Trump, il a une échéance qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas être décalée dans le temps. On voit bien que pour l'instant, la visite en Chine, elle a été décalée d'1 mois et demi. On voit bien que le procès Macron, il est décalé de 2 mois. Donc, on voit bien que au niveau de l'agenda, puisqu'il y a un agenda, l'agenda, il patine. On voit bien que clairement, ça a pris du retard et qu'il est embourbé, comme on dit, sur l'Iran. Ensuite, est-ce que son pari, ses intentions, etc., sa responsabilité ou non dans telle ou telle affaire, etc., je dis quelque chose de simple, c'est que de toute façon, il y a des dates qui ne bougent pas, c'est les 250 ans de l'indépendance, et pour les Américains, c'est très important, la symbolique des anniversaires, ce genre de choses. Et pour n'importe quel pays, il y a les mi-termes, voilà, donc on ne va pas faire de débat là-dessus. Et la Coupe du Monde de football. Voilà, la Coupe du Monde de football. Donc en fait, il y a des événements. Dont il veut interdire l'accès à énormément de gens en dehors des États-Unis, je vous rappelle, quand même. Mais ça va être un grand moment aussi. Alors, pour revenir à nos moutons, qui est quand même plutôt le couple Macron, avec cette encore énième opération d'enfumage, est-ce que quand même, une fois qu'il quitte le pouvoir, et en fonction du résultat de 2027, si l'élection n'est pas trop trafiquée, on va avoir finalement le fin mot de l'histoire, ou est-ce que on restera sur des procédures qui ne finiront jamais, des histoires qui n'en seront jamais, des sous-entendus et 39-14, et alors que c'est quand même extrêmement grave, puisqu'il s'agit de corruption de mineurs, mais on n'a pas le droit de le dire, puisque c'est du discours de haine, je crois, ou du cyberharcèlement. Est-ce qu'on va en finir, clore en fait ce chapitre de la tyrannie macronienne, qui va devenir une tyrannie européenne? Comment on fait dérailler le plan, en fait? C'est un peu ça ma question, parce que le plan Emmanuel Macron, président de l'Europe fédérale, il est toujours là, il est toujours d'actualité. D'ailleurs, il passe sa dernière année à faire une tournée mondiale, à se faire passer pour Michael Jackson. On voit bien que le but, c'est de lui donner une stature internationale, puisqu'il n'aura plus besoin d'ailleurs d'électeurs français ou quoi que ce soit, et qu'il sera nommé pour être ce président, ce tyran européen en réalité. Comment faire pour faire dérailler ça, en fait? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'idée de 2027. C'est-à-dire, en fait, après 2027, il n'y a plus Macron. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi je n'étais pas d'accord avec cette analyse. Les Macron ont intérêt à faire croire qu'ils veulent absolument quitter l'Élysée, alors qu'ils font tout, effectivement, pour s'accrocher au pouvoir. Et il n'hésitera pas à avoir une lecture littérale de la Constitution pour se maintenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Pour revenir sur le sujet de
la presse. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est effectivement pourquoi on a une presse qui ne fait pas son boulot. C'est-à-dire que sur à toutes les étapes de ce qu'on a fait sur Brigitte, la presse a admis des choses. C'est-à-dire que l'Élysée dise ça nous intéressait pas du tout, et en fait on s'est fait déborder parce que on pensait pas qu'un truc aussi ridicule allait prendre, ce qui est faux, c'est complètement faux. En fait, moi je couvre l'affaire dès le début, puisque Natacha Ray envoie, qui est une simple citoyenne, qui regarde les photos et qui dit mais c'est pas possible, hein, Brigitte c'est son frère, c'est Jean-Michel, ce frère qu'on nous a caché. Et elle est pas journaliste, c'est vraiment une citoyenne, et elle a cette intuition, voilà, et elle envoie à un membre de la famille Trogneux, dont je trouve le numéro sur Internet. Je lui dis, on gardera ça de côté, on posera les questions le moment venu. Puis elle patiente pas. Et elle lui envoie ce texto. Je sais tout pour vous. Je sais tout pour Jean-Michel. Je sais tout pour Laurent, Stéphane et Sébastien. Et quelques jours après, elle a sa porte défoncée. Elle est emmenée en garde à vue. Elle est retenue et c'est complètement disproportionné. Et là, je me dis, tiens, est-ce qu'elle a mis le doigt sur quelque chose? Et moi, à ce moment-là, je pose la question. Je pose la question, on fait les documents. On est à l'été 2021. Je dis pourquoi Brigitte Rechintel s'est penchée sur son passé? A-t-elle peur d'en voir ressurgir Jean-Michel, ce jeune garçon aux attaches fines et au cœur perturbé? À ce moment-là, moi, je suis en Italie, donc ils n'arrivent pas à me choper. Donc ils vont choper mon webmaster sous un prétexte bidon. Ils le placent sous contrôle judiciaire et il est assigné à résidence alors que lui aussi vivait à l'étranger. Donc en fait, il y a tout de suite, et puis un contrôle fiscal qui se déclenche. Donc en fait, on a tout de suite un appareil de répression extrêmement important. Donc aujourd'hui, ils disent « Ah, on s'est laissé déporter, emporter, on n'a pas prêté attention tellement c'est ridicule. » Mais les journalistes, Emmanuel Anison qui vient débunker l'affaire, ce que je viens de raconter, elle l'écrit. Ensuite, quand je dis il y a le directeur de cabinet qui est un ponte de la DGSE qui s'occupait de la Nouvelle-Calédonie, qui est là pour gérer l'affaire Trogneux à l'Élysée, c'est raconté par Le Monde. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque étape, les journalistes ne racontent pas l'étape précédente. C'est-à-dire que leurs confrères ont fait un peu un bout du boulot, mais ils assemblent jamais les pièces du puzzle. Et donc, du coup, on repart à chaque fois au début. Donc, le problème qu'il y a, comme toujours en France, c'est que c'est comme la Seconde Guerre mondiale, quoi. Il y a les forces françaises de l'intérieur et puis il y a l'extérieur. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de mérite puisqu'effectivement, je suis à l'extérieur. Et on a quand même la chance une chance qui est qu'Emmanuel Macron s'en prenne frontalement à Pavel Durov et à Elon Musk. Et est-ce que... Alors, je ne sais pas, parce qu'on voit bien un événement peut tout faire dérailler. Je veux dire, l'épisode de la gifle, ça a été quand même un moment où ça peut basculer. Il y a des moments où ça pouvait basculer. Par exemple, quand il porte plainte contre Candace Owens, à ce moment-là, en plus, leur plan com pour la plainte contre Candace Owens, c'est aux États-Unis, s'appuie sur le Financial Times et CNN. Donc, on ne fait pas tellement plus. Donc, en France, les journalistes se disent bon, ben, on peut y aller. Et là, donc, ils sont prêts à passer en édition spéciale. Et là, j'ai des retours de rédaction. On me dit ah ben, on devait passer en édition spéciale. Et finalement, on a reçu un ordre de ne pas traiter le sujet. Et donc, en fait, le sujet n'est pas traité en France. Donc, pour l'instant, il y a comme ça cet équilibre de la terreur. Là, on voit que Musk a commencé à s'énerver un peu contre les Macron, d'ailleurs, en parlant de je sais pas quoi, de PD en tutu. Visiblement, il n'était pas au courant pour l'actrice iranienne. Il faudrait peut-être le mettre un peu à la page, puisque finalement, c'est un coureur de jupons. Donc voilà, non, tout est ouvert, sachant que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette mentalité. D'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes en fait qui ont déjà des projets éditoriaux à haut niveau en termes audiovisuels ou presse écrite libre sur l'affaire Brigitte. Mais me disent-ils, ah bah tu comprends, ce sera plutôt en 2028 quand il sera parti. Parce qu'en France, Non, mais évidemment, il faut qu'on. on fait des enquêtes une fois que le type est parti, quoi. C'est ça, toujours. Même quand il est mort, quoi. En fait, le journalisme, et ça pour le coup, c'est pas que français, hein. Au New York Times, c'était exactement la même chose quand j'ai été au Herald Tribune. On pense souvent que c'est les patrons de la rédac qui tiennent les gens et qui disent oui ou non à un papier, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. La manière dont ça marche, c'est que si tu proposes un papier qui craint, qui va poser problème, en fait, le simple fait de le proposer te fait reculer. que... Ah bah, non, mais en fait, ça nique ta carrière.
Oui, Donc c'est en du fait, contrôle social, c'est ce qu'on appelle voilà, donc l'autocensure. il y a Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai sac de nœuds. On va analyser en toute neutralité une source française très récente qui relie des rumeurs de tabloïds à des théories géopolitiques mondiales. C'est un peu comme un puzzle géant où des ragots, en apparence complètement banals, seraient en fait connectés à des enjeux de pouvoir massifs. Accrochez-vous, on plonge tout de suite dans la mécanique de ces théories. Bon, pour ne pas se perdre, on va suivre un plan très simple. 1. Les opérations médiatiques. 2. Le fameux procès américain. 3. L'ombre de Donald Trump. Et 4. La théorie de l'Europe fédérale. C'est parti. Chapitre 1. Les opérations médiatiques ou comment maîtriser l'art de la distraction. Alors, l'auteur de notre source affirme d'emblée que les médias français agissent un peu comme une presse de cour. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, prenez cette récente rumeur prêtant au président Emmanuel Macron une relation avec une actrice iranienne. Selon l'auteur, c'est pas du tout un hasard ou un simple potin. Ce serait carrément une opération de communication orchestrée de toutes pièces par l'Élysée pour faire diversion, juste à l'approche d'une grosse bataille juridique qui se prépare aux États-Unis. Et le plus fou, c'est que ça ne daterait pas d'hier. La source remonte le temps et affirme que ce type de manœuvre existe depuis des années. Souvenez-vous de la rumeur avec Mathieu Gallet au printemps 2016. Eh bien, selon l'intervenant, ces histoires auraient été créées pour cacher un détail bien précis, l'âge de 14 ans d'Emmanuel Macron au début de sa relation avec sa future épouse. En gros, le but serait d'allumer des contre-feux en permanence pour désorienter le public. Ce qui nous amène forcément à la grande question. Si la presse est utilisée comme un écran de fumée géant, qu'est-ce qu'on essaye de nous cacher de si important ? C'est là qu'on entre dans le chapitre 2, l'affaire Brigitte et le procès américain. Là, on arrive au cœur de la thèse de l'auteur. On parle d'une plainte en diffamation déposée dans l'État du Delaware, aux États-Unis. Et la source avance une affirmation pour le moins audacieuse. Elle prétend avoir utilisé un logiciel de reconnaissance faciale ultra puissant. Et le résultat de cette analyse, il validerait selon l'auteur la théorie marginale affirmant que la première dame serait en réalité née sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Ce qui est vraiment fascinant ici, en gardant évidemment une posture totalement neutre sur le fond de l'affaire, c'est la méthode employée. L'auteur tente de légitimer une affirmation très polarisante en brandissant la technologie comme une preuve irréfutable. L'argument, c'est de dire « Regardez, c'est une intelligence artificielle de pointe, elle ne peut pas se tromper sur une identification biométrique. » Mais pourquoi aller devant les tribunaux américains ? Eh bien, selon la source, c'est le droit de la diffamation qui explique tout. En France, la loi sur la vie privée est extrêmement stricte. Mais aux États-Unis, pour condamner quelqu'un, comme la commentatrice Candace Owens qui est visée par la plainte, il faut prouver la fausseté intentionnelle. Il faut prouver qu'elle savait que c'était faux et l'a dit quand même. L'auteur affirme que la plainte va s'effondrer face à la loi américaine et que c'est précisément pour masquer cet échec qu'il faut créer des diversions médiatiques en France. Allez, on passe au chapitre 3, l'influence de Trump et de Candace Owens. L'histoire prend ici une dimension carrément internationale. On découvre une vraie toile d'araignée. L'avocat qui représente Candace Owens dans le Delaware n'est autre que Mark Kasowitz, un des avocats historiques de Donald Trump. Et en parallèle, la source observe à la loupe comment Trump a changé de stratégie au fil du temps, passant de moqueries ouvertes envers les Macron à des invitations hyper officielles à la Maison-Blanche. C'est quand même intriguant de voir comment ces cercles se croisent. Bon, prenons un peu de recul. Un procès aux US, des rumeurs en France, les avocats de Trump. Mais où est-ce que ça nous mène tout ça ? Quel est le but ultime de toute cette architecture, selon l'auteur ? C'est l'objet de notre 4e et dernier chapitre, l'objectif d'une Europe fédérale. Alors là, on passe à une vision totalement macroscopique. L'auteur dresse un parallèle radical. Il compare purement et simplement le fonctionnement actuel du gouvernement français au modèle autoritaire du parti Russie Unie. Il décrit un système avec un parti de façade, des politiciens interchangeables, un État profond tout-puissant et des élites économiques déconnectées du pays, le tout au service exclusif d'un grand leader central. Et le clou du spectacle, le voici. Selon l'intervenant, l'ambition d'Emmanuel Macron ne serait plus du tout nationale. Soutenu par de grandes élites financières mondiales, son véritable objectif serait de transcender la France pour devenir le tout premier dirigeant d'une nouvelle entité, une Europe fédérale unifiée. Mais comment accomplir un projet d'une telle ampleur ? L'auteur décrit un plan nécessitant 2 crises fabriquées de toutes pièces. D'abord, un moment hamiltonien. On utiliserait une crise de la dette écrasante pour forcer l'union économique. Ensuite, un moment bismarckien. On provoquerait ou on exploiterait un grand conflit militaire pour sceller définitivement l'union politique par la force. C'est ce qui explique, dans la grille de lecture de l'auteur, les tensions mondiales actuelles. Les conflits internationaux qu'on voit aux infos ne seraient pas des accidents.
Ce seraient des provocations délibérées, de fameuses étapes bismarckiennes, indispensables pour justifier la création de ce pouvoir européen hyper centralisé. De quoi donner le vertige, n'est-ce pas? Alors que notre décryptage touche à sa fin, une question fascinante reste en suspens. À quel moment précis ces récits prétendument fabriqués, ces rumeurs incessantes et ces vastes théories géopolitiques finissent-ils par s'imprimer dans l'inconscient collectif, au point de remodeler notre véritable réalité historique? C'est sur cette réflexion qu'on se quitte aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle analyse.